Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Ombre Noire, présentent Au fer rouge de Marin Le Dain, interprété par Éric Herson Macarel. Le type était encore en vie quand ils l'enfermèrent dans une valise et le larguèrent en haute mer, au large de la côte basque. Joyeux anniversaire et retour au bercail. Le soir même, il prévoyait de fêter ses 27 ans avec sa petite amie dans son appartement de Vallecas, au sud-est de Madrid, après un aller-retour express de près de 1000 bornes Espagne-France-Espagne en Ford Mondeo. 105 kilos de cocaïne étaient planqués dans les portières, le coffre et les doublures des sièges, pour une valeur marchande totale d'environ 6 millions d'euros. 2 coéquipiers, le premier avec lui, l'autre au volant d'une Clio Sentinelle immatriculée dans les Pyrénées-Atlantiques qui ouvrait la route à 2 kilomètres de distance. Le type ne les connaissait ni l'un ni l'autre et il ne voulait rien savoir sur eux. Conduire pour les autres et fermer sa gueule, c'est ce qu'il faisait de mieux. Depuis leur départ, 6 heures plus tôt, ils n'avaient qu'une chose en tête, 18 000 euros de prime de risque à se partager à l'arrivée, plus le règlement de ces 3 dernières livraisons. Encaisser le pactole à Bayonne et retourner dardard à Madrid, souffler ses bougies, avant une bonne partie de baise sur un matelas de billets. Ça, c'était le plan. Le type était parfaitement clean. Les papiers de la Mondeo étaient en règle. Il n'avait pas bu une goutte ni tiré sur un joint depuis 3 jours. Muy professionnel comme attitude, cabron. Le trajet aller se passa comme sur des roulettes, pas l'ombre d'un flic sur la route ou à la douane, radio en sourdine, un véritable parcours de santé. Juste ce qu'il faut de nerfs à vif et d'adrénaline pour rester concentré sur le volant. Sauf qu'il n'y eut pas de retour, ni pour lui, ni pour ses coéquipiers. Les intermédiaires les attendaient à Bayonne dans un petit garage automobile. 4 hommes déterminés et sûrs d'eux, munis de 2 semi-automatiques et d'un pistolet Walter P38 calibre 9. Leur attitude exprimait clairement qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de payer quoi que ce soit. Ils nourrissaient d'autres projets pour eux, du genre ambitieux. Ils voulaient tout. Les commissions, la dope, les bénéfices futurs et aucun témoin. Celui que les 3 autres appelaient chef sourit. Fin de l'aventure pour vous, les gars. Ils les firent monter dans une BMW aux vitres teintées, leur enfilèrent des sacs en tissu sur la tête et les emmenèrent vers le nord, jusqu'à une planque. Quand on leur retira les sacs, ils étaient déjà prêts à vendre leur mère et faire une croix sur leur prime de risque. Ils inspirèrent un grand coup et ouvrirent grand leurs yeux. En face, ils n'étaient plus 4, mais 6. Les nouveaux étaient des policiers français en uniforme. L'un d'eux était officier. 2 galons blancs trônaient sur ses épaules. Le chauffeur de la Ford regarda autour de lui. Il se trouvait dans une cave d'une 30aine de mètres carrés, sans fenêtre. Le mobilier se composait de 3 chaises et d'une table. Les 2 flics étaient appuyés contre un mur, près de la porte. Il demanda « On est où, là ?» Le chef leva son index devant ses lèvres et murmura « Chut !» Le type pensa à sa petite amie, aux 18 000 euros, et fut pris d'une furieuse envie de pisser. Il se dandina sur sa chaise en jetant des coups d'œil nerveux en direction des rouleaux de Chatterton noirs et de fil électrique bleu que le plus jeune de leurs ravisseurs agitait devant son nez. Il se méprit sur leur motivation. « Laissez-moi sortir d'ici. Je n'ai piqué que 10 grammes, pas plus. Ils sont dans ma poche, reprenez-les. Passez l'éponge et je vous promets de me faire oublier. » « Oh » railla le chef. L'air de dire 10 grammes, c'est mal, vraiment très mal. Les 5 autres se marrèrent et commencèrent à sectionner des longueurs d'1 mètre de fil électrique avec une tenaille et à préparer des bandes de ruban adhésif en prenant tout leur temps. Le conducteur de la Clio paniqua pour de bon et se mit à brailler comme un veau. « Allez vous faire foutre, hijos de puta !» Il gesticula et cria comme un beau diable jusqu'à ce que ceux d'en face l'immobilisent, enroulent du fil électrique autour de ses poignets et ses chevilles et lui clouent le bec avec le Chatterton. Ils renouvelèrent l'opération pour le type et son passager. Le chef dit « Le 18 février 2013, 3 passeurs de nationalité espagnole ont été arrêtés avec 50 kilos de cocaïne alors qu'ils s'introduisaient sur le territoire français.
À 60 € le gramme à la revente au détail et 30 au prix de gros, le montant total de la prise peut être estimé à près de 3 millions d'euros. Il marqua une pause pour apprécier l'effet de son annonce auprès des prisonniers. Il ironisa « J'aurais juré qu'il y en avait au moins le double, pas vous ?» Les autres s'esclaffèrent. Le chef attendit qu'il se calme pour poursuivre. Au moment de l'interpellation, 2 d'entre eux ont pris la fuite et le 3e a ouvert le feu sur les forces de police à plusieurs reprises pour défendre son butin, heureusement sans faire de blessés. Le chef brandit le P-38 et le pointa en direction du chauffeur de la Clio. « Je crois que cet homme armé, c'était toi. J'ai dans l'idée que tu devrais avouer et nous donner le nom de tes complices et de tes fournisseurs. On peut arranger une réduction de peine. » Le chauffeur émit des paroles incompréhensibles, il se débattit et tira sur ses liens jusqu'à ce que ses poignets soient en sang. Le chef se tourna vers les policiers français en levant les mains au ciel. « L'accusé refuse de coopérer, vous êtes témoin. » Les 2 flics haussèrent les épaules et sortirent de la pièce en riant, comme si tout ça n'était qu'une mauvaise blague. Dehors, une voiture démarra et s'éloigna. Aussitôt, l'ambiance se refroidit considérablement. Les traits du chef se durcirent. Les armes, les rouleaux de fil électrique et d'adhésif disparurent dans un sac, comme par enchantement. Ces hommes s'écartèrent pour laisser les prisonniers admirer les 3 grosses valises empilées dans le fond. Ces derniers écarquillèrent les yeux d'horreur et comprirent que la plaisanterie était loin d'être terminée. Le chef sortit ensuite un flacon d'estazolam, un autre de sécobarbital, 2 puissants sédatifs, et une seringue de la poche de sa veste. Il fit son petit mélange et en injecta une bonne dose dans le cou de chaque prisonnier. L'effet fut quasi immédiat. Ralentissement de leur respiration, somnolence et enfin inconscience. La fête était finie. Les 4 hommes s'activèrent, ils soulevèrent les prisonniers et les installèrent comme ils purent dans les valises. Chacun la sienne. Le chauffeur de la Clio dans la numéro 1, M. Ford Mondeo dans la 2 et son passager dans la 3. À la tombée de la nuit, les 4 hommes chargèrent les valises à l'arrière d'une fourgonnette et les transportèrent 20 km plus loin, à proximité de Cap-Breton, puis ils attendirent. Vers 3 heures du matin, ils sortirent canne à pêche, glacière, casquette de marin et s'habillèrent comme des amis prêts pour une belle partie en mer. Ils chargèrent les valises sur le pont d'un vieux Gypsy 28, quittèrent le port de Plaisance avant les premiers pêcheurs et prirent le large. Le soleil n'était pas encore levé quand ils les jetèrent par-dessus bord. Le chef déclara « Mes amis, c'est jour de paye ». Puis ils montèrent leurs cannes et se préparèrent pour la pêche au gros. L'histoire ne faisait que commencer. Au lieu de couler à pic, la valise numéro 2 et son contenu dérivèrent entre 2 eaux, embarqués pour un grand voyage. 6 jours durant, les vents violents de l'Atlantique les poussèrent vers le sud, face à la Galice, au rivage espagnol de Santander, de Gijón et aux rochers du Cap Ortegal, puis les rejetèrent plein nord, au-dessus des eaux profondes et glacées du golfe de Gascogne. Les grandes marées de février firent le reste du travail et les ramenèrent à nouveau vers les côtes françaises. Ironie de l'histoire, elles abandonnèrent leur chargement sur la plage du Penon, dans le sud des Landes, à quelques kilomètres seulement de son point de départ. Un jeune couple de touristes anglais le découvrit à marée haute. La femme trouva la valise jolie. L'homme força la serrure, comme ça, pour lui faire plaisir, pour voir. Et il vit. Puis il composa en vitesse le 17 sur son portable, pendant que sa petite amie piquait une crise de nerfs. Il s'attendait peut-être à un putain de trésor de pirate, pensa l'officier de police judiciaire Simon Garnier, après avoir écouté la déposition du touriste. Il se massa la nuque en examinant la plage. Un ciel bleu délavé d'hiver, fin d'après-midi. Une barrière de nuages noirs au large masquait le soleil couchant. Pas une once de vent. Des déchets plastiques et végétaux s'amoncelaient par couches successives sur le sable autour d'eux, abandonnés à chaque reflux de l'océan. Des promeneurs du dimanche le long du rivage au sud, des pêcheurs au nord,
des dizaines de curieux reniflant la mort et les emmerdes. « Ceux qui ont fait ça ne connaissaient rien au courant marin », déclara le flic qui l'accompagnait. L'OPJ Garnier acquiesça nerveusement. Il s'aperçut qu'il transpirait. L'odeur de putréfaction était difficilement supportable. Il alluma une Chesterfield Light, inspira 2 bouffées et s'accroupit devant la valise béante pour la 2e fois en s'efforçant de ne pas croiser le regard de son subalterne. Garnier était enquêteur à la police judiciaire de Bayonne, fraîchement placé à la section antiterroriste par la direction de l'UCLAT de Bordeaux. Parachuté serait le mot exact. Il n'avait rien demandé et sa nomination semblait tomber du ciel. 42 ans, un grade de lieutenant, excellents états de service, jamais de questions intempestives, toujours sur la brèche. Son credo, 4 mots magiques auxquels il restait fidèle quoi qu'il advienne. Lutter contre le terrorisme. Suivi de 3 autres, si ça rapportait. Quand il intercepta l'appel concernant le cadavre de la plage sur la fréquence radio des voitures de police, il comprit tout de suite de quoi il s'agissait. Garnier fit ce qu'on attendait de lui. Il se pressa pour être le premier sur les lieux, priant en chemin pour qu'un miracle ait lieu. Il n'y eut pas de miracle. L'homme de la valise était un adulte de type méditerranéen, costaud, assez grand, 1m80-85. Du Chatterton noir lui recouvrait le bas du visage, du fil électrique bleu entravait chevilles et poignets. Pour le reste, l'eau salée avait suffisamment fait de dégâts pour qu'un test ADN soit nécessaire pour l'identification. À ce stade, le problème n'était plus de trouver le nom du cadavre. Merde, tout le monde le saurait bien assez tôt. Sa présence ici était le problème. L'officier de police Garnier ferma les yeux et se souvint, 6 jours plus tôt, le 18 février. La scène se déroulait à Labenne, dans l'une des planques de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Garnier avait vu 3 types comme lui entravés avec du fil électrique et du Chatterton. Matériel et procédés identiques, même couleur de cheveux. Ces 3-là étaient en vie, et aux dernières nouvelles, ils étaient supposés le rester. Garnier sentit un poids de 2 tonnes lui oppresser la poitrine. Il se redressa et s'éloigna à grandes enjambées en tirant sur sa cigarette. Une fois à l'écart, il sortit son portable, vérifia que personne ne l'écoutait et composa le numéro de l'unique responsable de ce merdier. Javier Cruz répondit à la première sonnerie. « J'attendais votre appel. »« Vraiment ? Dans ce cas, expliquez-moi pourquoi l'un des types que vous interrogiez lundi dernier se retrouve à l'état de Maccabée devant moi après un long, très long voyage en mer. »« Comment le saurais-je ? » ?»« Parce qu'il y a votre nom et votre adresse tamponnés sur la valise, au-dessus de l'inscription « Retour à l'envoyeur » et sous la mention « Attention fragile, ne surtout pas sortir de l'eau. Ne me prenez pas pour un con. » Cruz se marra, mais son rire sonnait faux. « J'imagine qu'il est encore possible de le renvoyer d'où il vient. » Garnier hurla dans le combiné. « Bon sang, j'espérais que vous auriez quelque chose d'un peu plus constructif à me proposer que ce tissu de conneries. Ne soyez pas si nerveux. J'étais censé couvrir l'interrogatoire musclé de 3 trafiquants de drogue, pas un triple meurtre. » Cruz ne répondit pas. « Dites-moi que je me trompe, » supplia Garnier. Cruz garda le silence. Garnier vit 2 Land Rover estampillés police nationale apparaître au sommet de la dune. Ils se garèrent à côté de la scène de crime et 7 policiers en descendirent. Parmi eux, il reconnut la silhouette du médecin légiste et celle de 2 collègues de la judiciaire. Il dit « Qu'est-ce que je fais ? » ?»« Vous ne changez rien à votre déposition officielle. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre ma question. J'étais là pendant votre interrogatoire, et je n'étais pas seul. Quelqu'un parlera, et un enquêteur plus malin que les autres remontera forcément jusqu'à vous et vos méthodes. Ne me faites pas rire. Jusqu'à moi, dans ce cas. » Cruz soupira et récita sa leçon d'une voix teintée d'agacement. « Lundi 18 février 2013, vous avez déclaré avoir procédé aux alentours de midi à l'interpellation de 3 trafiquants qui ont pris la fuite après avoir tenté d'abattre l'un de vos hommes. Les suspects sont activement recherchés par les forces de police françaises et espagnoles.
Leur signalement est affiché dans tous les commissariats et les gendarmeries des deux côtés de la frontière. Fin de l'affaire en ce qui vous concerne. La version que vous avez présentée à votre hiérarchie est la seule plausible. Quelqu'un pourrait la contredire. Qui ? Je n'étais pas là, mes hommes non plus, vous ne nous avez pas vus et ce cadavre ne parlera plus. Vous avez touché un joli paquet pour raconter cette belle histoire, verdad ? On parle de meurtre. De quel côté êtes-vous, lieutenant ? Garnier manqua de s'étouffer. Pardon ? Grousse demanda. Avec les terroristes ou avec nous ? Ces types n'étaient pas des poseurs de bombes. Juste des pauvres connards qui risquaient 15 ou 20 ans ferme pour passer la frontière avec quelques kilos. Vous étiez supposé leur donner une bonne leçon, point barre. Laissez-moi vous dire autre chose dans ce cas. En interpellant ces hommes et leur cargaison, vous permettez à des milliers d'enfants de ce pays de ne pas céder aux effets destructeurs de la drogue. Vous êtes un authentique lieutenant de police patriote qui accomplit sa mission avec professionnalisme et efficacité. La vérité, c'est qu'aux yeux de tous, vous êtes un putain de héros de la lutte anti-drogue. Nom de Dieu, vous êtes impliqué, que vous le vouliez ou non, lieutenant. Vous étiez là, vous avez tout vu. Vous saviez ce que mes hommes et moi faisions. Pourtant, vous avez accepté le fric que je vous ai donné sans poser de questions. Alors expliquez-moi pourquoi vous venez m'emmerder avec vos états d'âme. Garnier se ratatina sur lui-même. Il avait l'impression que tous les flics et les promeneurs de la plage ne regardaient que lui. Une vague plus grosse que les autres vint lui lécher le bout des chaussures. Il proféra un juron et s'écarta. Grousse dit « Vous éprouvez des remords ?» Garnier n'était pas stupide, il savait lire entre les lignes. À la place du mot « remords », il perçut distinctement une menace à peine voilée. « Veux-tu toi aussi, Simon, faire une petite croisière gratuite en valise 4 étoiles sur l'océan Atlantique ?» Garnier chercha une parade, mais rien ne lui vint à l'esprit d'autre que « allez vous faire mettre ». « À la bonne heure », conclut Grousse en riant avant de raccrocher. Garnier se retint de balancer son portable dans l'océan. Il ferma les yeux pour réfléchir, mais tout ce qu'il vit, c'était un cadavre gonflé d'eau de mer et bouffé par le sel, qui criait son innocence et le suppliait d'intercéder auprès de Dieu pour implorer son pardon et le ramener à la vie. Quand il émergea, le médecin légiste se tenait face à lui, les mains calées sur les hanches. « C'est toi qui prends l'affaire ?» Garnier le dévisagea comme s'il était une apparition diabolique. Bayonne, 26 février 2013. L'affaire du Maccabée retrouvée sur la plage excitait le commandant de police Axel Meyer au plus haut point, depuis que, par ordre chronologique, sa hiérarchie lui avait demandé de jeter un coup d'œil à l'affaire et que les résultats des tests ADN étaient tombés. Il entra dans la salle de réunion, se présenta brièvement et balança une pile de photocopies devant Emma Lefebvre et Simon Garnier, les lieutenants de la section criminelle qu'on lui avait refilés pour former son équipe. Il dit « Servez-vous et lisez ». Lefebvre fronça les sourcils, attrapa les feuillets et se cala contre son dossier. Elle portait une chemise échancrée et un jean noir moulant qui mettait en valeur ses hanches et la finesse de sa taille. Une mèche blonde lui barrait le front. Ses yeux brillaient au moins autant que ceux de Meyer. Garnier rafla les photocopies qui restaient et partit les lire devant la fenêtre, dos tourné à la pièce. Il transpirait comme un bœuf. Meyer leur laissa 10 minutes, puis il récita à voix haute « Augusti Domingo, sexe masculin, nationalité espagnole, type méditerranéen, né le 18 février 1986 à Madrid. Le type meurt le jour de son anniversaire. 1m83, 81 kg, yeux marrons, cheveux bruns. Signe particulier, cicatrice de blessure par arme à feu à l'épaule gauche et à la jambe droite. Cicatrice de blessure par arme blanche à la tempe et à la main gauche, antérieure au décès. Il fixa ses coéquipiers et ajouta « Notre cadavre au fil électrique bleu et au chatterton noir a désormais un nom, Domingo Augusti. L'air de dire « ça ne me suffit pas, je veux plus de détails, aidez-moi à en savoir plus ». Le dossier d'Augusti racontait l'histoire d'un jeune Espagnol de 27 ans, ancien militaire, connu des services de police français pour trafic de cocaïne et de cannabis,
arrêté à 3 reprises mais non condamné. Domingo avait également été entendu dans une affaire d'enlèvement, le 10 février 2007, celui d'un jeune militant basque nommé Oyan Borotra, 17 ans, supposé appartenir à ETA. Soupçon de complicité dans des actes de torture. Borotra affirma qu'Augusti conduisait le véhicule à bord duquel il avait été emmené. 48 heures de garde à vue, officiellement à titre de témoin de l'interpellation de Borotra, relâché et plus jamais inquiété. Armée, trafic de drogue, enlèvement, torture. Un palmarès impressionnant pour un type aussi jeune. Meyer résuma « aucune condamnation ». Lefebvre précisa « visiblement, quelqu'un a décidé de faire payer à Augusti à sa façon pour l'un ou l'autre de ses crimes présumés. Possible. On privilégie la piste de la drogue ou celle de Théa ?» Garnier s'étira et bâilla à s'en décrocher la mâchoire. On ne peut pas imputer à ETA tous les cadavres qui atterrissent sur la côte atlantique. Lefebvre se tourna vers lui, agacé. « Très bien. Qu'est-ce que tu proposes ?»« Augusti est espagnol. Je suis d'avis qu'on le refile aux autorités compétentes de son pays, qu'il se démerde et basta. Dans ce cas, il y a un problème. »« Ah ouais ? Lequel ? » ?»« Il a été retrouvé de ce côté-ci de la frontière. » Garnier tapa sur la table du plat de la main. « Le trafic de drogue, c'est le bordel. Ce type peut avoir été tué pour 1000 raisons. Un gang concurrent désireux de reprendre les affaires, un règlement de compte interne, un fournisseur mécontent, un revendeur insatisfait, une histoire de famille ou de rivalité amoureuse ou que sais-je encore. Merde, vu son casier, ça pourrait être n'importe quoi. » Garnier compta sur ses doigts, et nous ne sommes que 3 pour trouver une aiguille dans une botte de foin. Meyer grimaça. Il partageait l'opinion du lieutenant. Il fit glisser sur la table l'agrandissement d'un portrait d'Augusti. Cette belle gueule rappelle-t-elle quelque chose à quelqu'un ? Garnier leva les yeux au ciel et se rapprocha. Il regarda la photo, s'assit en secouant la tête et entreprit de se curer les ongles de la main droite avec un trombone. Lefebvre saisit le cliché et prit son temps pour observer chaque détail. « Faut voir, dit-elle. » Meyer se pencha pour récupérer l'agrandissement et le fit pivoter vers lui. Domingo Augusti fixait l'objectif du flic qu'il avait pris en photo au moment de sa dernière garde à vue. Il semblait parfaitement détendu, comme s'il se fichait des conséquences. Il dit « Pourtant, un truc me chiffonne. » Garnier ricana, sans blague. Meyer tourna les feuilles de son dossier jusqu'au rapport du médecin légiste. Lefebvre l'imita. Garnier s'attaqua aux ongles de son autre main. Les conclusions de l'autopsie étaient sans équivoque. Les poumons d'Augusti étaient remplis d'eau de mer, ce qui signifiait qu'il était mort noyé, mais les prélèvements avaient également révélé la présence d'urine, son urine, dopée au barbiturique. Ce qui ne pouvait vouloir dire qu'une seule chose, il était vivant, et sans doute dans les vapes, quand la valise avait été jetée à l'eau. L'analyse des parois intérieures avait montré que le prisonnier s'était sommairement débattu, probablement au moment où l'eau avait commencé à s'infiltrer autour de lui, et l'avait tiré du sommeil chimique dans lequel il était plongé, juste avant de comprendre qu'il allait mourir. Putain de merde, lâcha Lefebvre. Meyer leva les yeux et les posa sur elle. L'expression qu'il vit se dessiner sur son visage lui était familière, un mélange d'incrédulité, de dégoût et de colère. Meyer connaissait bien ses sentiments. Il les avait éprouvés pour la première fois l'année de ses 10 ans. C'était en juin, peu avant le début des vacances d'été, à la sortie des classes. Axel Meyer franchit le portail du collège et se faufila dans la ruelle qui menait à une rue piétonne. Sa mère l'attendait là-bas. Le surveillant était occupé avec un groupe d'élèves et lui tournait le dos. Un redoublant de 5e, peut-être de 2 ou 3 ans son aîné, l'interpella et lui fit signe de le rejoindre. Il souriait. Il était plutôt bien sapé. Il fumait une cigarette. Il avait l'air cool. Meyer n'avait jamais eu affaire à lui, ni de près ni de loin. C'était juste un redoublant. Meyer adulte revoyait très nettement Meyer enfant s'avancer, confiant. Il crevait d'envie de lui dire « N'y va pas, fais comme si tu ne l'avais pas remarqué », même s'il savait que ses pensées étaient vaines.
Dès que Meyer fut à sa portée, le redoublant tira une bouffée sur sa cigarette qu'il tenait entre le pouce et l'index, expira la fumée par le nez, puis il l'attrapa violemment par le poignet et lui écrasa le bout incandescent sur l'avant-bras. Il le tint ainsi un temps indéfini, sans doute quelques secondes à peine, sans jamais cesser de sourire. Tétanisé, Meyer n'appela pas à l'aide, ni ne cria, malgré la douleur, malgré la honte aussi. La plupart des élèves présents n'avaient probablement rien vu d'autre que deux gamins en train de discuter. D'ailleurs, personne n'intervint pour les séparer. Sans pouvoir retenir ses larmes, il demanda « Pourquoi fais-tu ça ?» L'autre le dévisagea, hilar, avant de le relâcher et de s'éloigner tranquillement sans même prendre la peine de lui répondre. Comme s'il n'avait aucune explication à lui fournir pour justifier son geste. Parce qu'il n'en avait aucune. Il l'avait choisi par hasard. Un genre de loterie. 350 élèves dans le collège, et Meyer avait tiré le ticket gagnant. Rien de prémédité, rien de personnel non plus. Personne ne pouvait deviner. Personne ne comprenait vraiment, pas même ce redoublant de 5e. Ni Meyer aujourd'hui. Il y avait pourtant repensé à maintes reprises depuis. C'était un fait, les salauds n'étaient pas forcément d'anciens enfants battus, des fils d'alcooliques, des victimes de pédophiles ou élevés dans un environnement familial, psychique ou social instable ou défavorisé. Les salauds étaient des salauds, point. C'est ce qui avait le plus frappé Meyer ce jour-là, le fait que le redoublant ait agi comme ça, sans raison. Pas par plaisir, du moins pas consciemment, ça viendrait peut-être plus tard. Par méchanceté gratuite. 35 ans après, la cicatrice était encore là, sur le bras de Meyer, pour le lui rappeler. Sa première vraie leçon de vie. Certains actes ne s'expliquaient pas. Il n'y avait pas nécessairement une raison à tout. Aussi stupide que cela puisse paraître, les salauds écrasaient des cigarettes sur les avant-bras de gamins plus fragiles qu'eux, depuis toujours. Ou enfermaient des types vivants dans des valises larguées au large de la côte basque. Le lieutenant Emma Lefebvre faisait les 100 pas dans l'espace réduit du bureau. Garnier était à contre-jour. Il levait de temps à autre les yeux dans sa direction, comme pour lui faire comprendre que son agitation lui donnait mal au crâne, et pour la supplier de s'arrêter et de revenir s'asseoir. Meyer plissa les yeux et demanda « Gueule de bois ?» Garnier ironisa « Vous croyez sérieusement que je suis le genre de flic qui picole pour chasser les images de cadavres décomposés ? Cette affaire n'a pas l'air de vous emballer, je me trompe ? C'est peut-être parce que je ne vois aucune raison de me réjouir. Vous m'avez mal compris. » Garnier se redressa et regarda son supérieur d'un air étonné, comme s'il découvrait seulement maintenant sa présence. Il dit « On perd notre temps. C'est un constat ou une promesse ? Faites-moi confiance, je connais bien ces conneries. J'ai envie de bosser sur cette affaire, pas vous ? Non. Vous voulez que je demande à ce que vous soyez sorti de l'équipe ? Ce n'est pas ce que j'ai dit. » Meyer fit « Oh » avec la bouche. Garnier chercha un truc à répondre, mais Lefebvre s'interposa et se pencha vers Meyer, interrompant leur échange. Ceux qui ont fait ça à Augusti voulaient le punir de quelque chose. Une vengeance ? Ou des tarés qui s'amusent à faire souffrir ceux qu'on leur a demandé d'éliminer, poursuivit Lefebvre. Ou les deux. Garnier sortit un paquet de Chesterfield froissé de la poche de sa veste et le brandit comme un trophée au-dessus de sa tête. « Ça vous dérange si je fume ?» Meyer chassa sa question d'un geste de la main et afficha un sourire satisfait. « Je crois que nous allons former une équipe fantastique. » Garnier regarda ses coéquipiers à tour de rôle, puis il fit claquer son briquet et alluma sa cigarette. Lefebvre soupira, se leva et vint se poster de l'autre côté de la table pour échapper à la fumée. Elle dit « Comment nous répartissons-nous le travail ?» Garnier répondit du tac au tac « Fais chier. » Plan de bataille. Chacun son rôle. D'abord, les pistes prioritaires. Lefebvre creuserait le cas Domingo Augusti. Garnier n'était détaché sur l'enquête qu'à 50% de son temps.
Lui s'occuperait de contacter les stupes et de voir avec eux si d'autres enquêtes étaient en cours concernant des règlements de compte entre trafiquants, d'éventuelles saisies. Meyer avait d'autres chats à fouetter. Il passa plusieurs coups de fil à différents services de la maison pour qu'un bureau équipé soit mis à la disposition de son équipe. Il ne l'obtint pas et dut se contenter de la salle de réunion. Il appela ensuite sa hiérarchie. Il évoqua les résultats de l'autopsie et la complexité de l'affaire. On lui répondit « Faites au mieux, commandant ». Il demanda un agent supplémentaire à plein temps. Est-il utile de préciser qu'il ne l'obtint pas non plus? Meyer n'était pas dupe. Il savait pertinemment pourquoi on l'avait placé, lui, sur cette affaire. La consigne était claire, ne pas faire de vagues. À Toulouse, Meyer passait pour un policier discret et travailleur. Il avait fait ses preuves. Dans les couloirs, ses collègues le surnommaient le janséniste à cause de ses tenues sombres et son apparente capacité à se taire. Capitaine à 38 ans, commandant à 42, bientôt commissaire. Mais il avait reçu une deuxième consigne qui le laissait perplexe. La veille de son détachement sur Bayonne, le commissaire divisionnaire Maljean se pointa à son bureau. Il lui demanda de bien vouloir le raccompagner jusqu'à sa voiture. Maljean demeura silencieux pendant le trajet, un sourire poli aux lèvres. Il portait un costume Armani sombre et des mocassins à 800 €. Ses ongles étaient manucurés. Le parking du commissariat était quasiment vide. Il pleuvait à verse. Ils s'installèrent dans sa C5 noire et claquèrent les portes. L'habitacle empestait le cuir neuf et le tabac froid. Le commissaire regarda ses mains et les frotta l'une contre l'autre comme si elles étaient maculées de terre. Il fixait un point imaginaire situé quelque part derrière le pare-brise. Il s'éclaircit la gorge. « Comment vont Marilyn et les garçons ?»« Très bien, je vous remercie. »« J'ai entendu dire que vous déménagiez dans le nord de Toulouse ?»« C'est ça. Un appartement plus grand ?»« Une villa. »« Bien, bien. » Maljean frotta à nouveau ses mains, puis il se tourna brusquement vers Meyer. Le ton amical dans sa voix s'atténua. « Le nom de Joachim Chachko vous dit-il quelque chose ?»« L'état rat disparu il y a quelques années et retrouvé dans une morgue à Bordeaux ?»« C'est bien lui. » « J'ai suivi ça de loin, je ne connais pas les détails, pourquoi ?» Maljean ignora sa question. « Vous ne connaissez rien au Pays basque. »« Je ne demande que ça. » Meyer se retint d'ajouter « Allez, mon vieux, arrêtez de tourner autour du pot. » « L'affaire Chachko est un sujet sensible là-bas, poursuivit Maljean. Très sensible. Cette histoire d'enlèvement a fait beaucoup de bruit en 2009 et a fichu un bordel noir dans nos rapports déjà crispés avec les politiques locaux et l'Espagne. ETA raconte partout que des policiers espagnols et des mercenaires auraient enlevé et torturé Chachko avec la complicité des autorités françaises, puis l'auraient enterré quelque part. J'en déduis que ce n'est pas le cas. Maljean leva les yeux au ciel. Cet activiste était un tueur de flics. Au début des années 1980, il a assassiné un policier à la retraite. Dieu merci, il a été condamné pour ça, mais à sa sortie, il a repris ses fonctions au sein d'ETA. Puis, il est mort. De mort naturelle. Ce type souffrait d'une grave tumeur cérébrale qui l'a tué. 10 jours après sa disparition, son corps a été découvert en plein centre-ville de Bordeaux, sans papier, puis transporté à l'Institut médico-légal de l'hôpital Pellegrin. Évidemment, ils ont prétendu le contraire. Le fantasme d'un retour de la guerre sale des années 1970-80 alimente depuis les communicants des nationalistes basques. Ils ont raconté partout un tissu de mensonges. Les activistes enlevés et torturés ont fleuri comme par miracle sur toute la côte basque. L'organisation a mis sur pied des manifestations de soutien, dans lesquelles les services de police sont les cibles de toutes les suspicions. ETA gagne une nouvelle légitimité auprès des plus jeunes, et l'opinion basque réclame à juste titre des explications. Les guerres se gagnent bien souvent sur le terrain de la propagande. Et à ce petit jeu-là, ils ont toujours eu une longueur d'avance sur nous. 2 journalistes ont également perdu la vie dans cette affaire, non ? Le visage de Maljean vira à l'écarlate. Connerie. Il s'agit de 2 histoires isolées que les nationalistes ont tenté de récupérer alors qu'ils étaient mouillés jusqu'au cou. Ça n'a pas pu être prouvé. L'enquête a été classée. Meyer ne jugea pas utile de répondre.
Il laissa son supérieur se calmer avant de demander quel rapport avec un type retrouvé mort sur une plage. L'autre grimaça. « Aucun, j'en suis sûr. » Son regard disait plutôt « Assurez-vous que ce ne sera jamais le cas. » Maljan toussa, sortit un mouchoir de sa poche et s'essuya les lèvres et le front. « Je voulais juste vous mettre en garde, commandant. Le processus de paix, le désarmement de Théa, les mauvaises habitudes des années fric, la grande erreur de Mitterrand, qui avait promis un département aux Basques et qui a fait volte-face une fois réélu, le retour des socialistes au pouvoir en mai dernier, les guéguerres entre services, les bruits de couloir sur certains policiers qui ne respecteraient pas les lois de la République. Tout est politique, là-bas. Vous allez mettre les pieds dans un sacré panier de crabes. » Discrétion. Maljan opina d'un air satisfait. « Vous avez tout compris. Pas de décision inconsidérée. Pas de déclaration intempestive à la presse. Vous vous méfiez de tout le monde. Naturellement, vous me tenez au courant de l'avancée de votre enquête. » Pensant que la discussion était close, Meyer posa la main sur la poignée de la portière. Maljan le retint par le bras. « Le nouveau procureur de la République de Bayonne, Stéphane Boyer, est un ami. C'est un type sympa. En cas de problème, vous pouvez compter sur lui. Il est au courant pour votre enquête. » Meyer hocha la tête. « J'y songerai. » Le commissaire lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Vous voulez que je vous dépose quelque part ?» Meyer jeta un coup d'œil aux gouttes de pluie qui s'écrasaient sur le pare-brise, hésita, mais il fit non de la tête et sortit. La berline démarra aussitôt et s'éloigna vers la barrière de sécurité. Une fois seul sous la pluie, il se demanda pourquoi Maljan avait pris le temps de lui raconter cette petite fable sur Jokin Chashko, si c'était au final pour lui conseiller de ne plus s'en préoccuper. Ses oreilles bourdonnaient de façon étrange. Devait-il prendre ses avertissements pour argent comptant? Ou fallait-il plutôt les considérer comme des encouragements à faire l'inverse, une sorte de message subliminal dont Chashko était le mot de passe? Le commissaire voulait lui donner un conseil. « Discrétion, discrétion, ne faites pas de vagues. L'affaire Chashko est morte et enterrée et ne doit jamais refaire surface. » Ou, au contraire, un avertissement. « Méfiance, commandant. Fouinez, fouillez, reniflez dans tous les coins comme le bon clébard que vous êtes. Faites le ménage, suivez toutes les pistes. Rendez-moi des comptes avec discrétion et cherchez l'ombre de Chashko partout où vous pourrez la trouver. » Sous-entendu pour tuer dans l'œuf toute possibilité de récupération par le camp d'en face. Question, qui est ce camp d'en face? Meyer opta évidemment pour la seconde hypothèse, avant de réaliser que ses pieds baignaient jusqu'à mi-talon dans une flaque d'eau et qu'il claquait des dents. Il courut se mettre à l'abri. Discrétion et méfiance. De retour dans la salle de réunion, Axel Meyer fit du rangement. Il aéra pour chasser l'odeur des Chesterfield de Garnier et poussa quelques cartons dans les coins. Pour finir, il tira la table et une chaise près du radiateur afin d'éplucher une nouvelle fois le dossier de feu Domingo Augusti. Ce pauvre Domingo. Foutu misère. Passeur, chauffeur, trafiquant et bourreau à ses heures perdues. Jamais condamné. Jugé innocent, mais dégazé en pleine mer comme un témoin gênant. Meyer ne trouva rien d'autre que ce que Lefebvre et lui avaient évoqué quelques heures plus tôt, c'est-à-dire presque rien. Il s'intéressa donc au militant basque qui avait accusé Augusti d'avoir participé à son enlèvement, Oyan Borotra. Le jeune homme devait avoir dans les 23 ans à présent. La fiche le concernant se limitait à la portion congrue. Synthèse du dépôt de plainte par sa famille le 13 février 2007 et avis d'abandon de la procédure par le tribunal supérieur de justice de Bilbao. Pas de photo de la victime, pas de rapport médical, une adresse d'époque à Irún et un numéro de portable. Meyer le composa et, ô miracle, une voix d'homme répondit. « Diga, señor Oyan Borotra? Si ?» L'ombre de Jokin Chashko.
Borotra fut bref au téléphone. Manque de confianza. Il se réjouissait de la mort de Domingo Augusti et regrettait de ne pas avoir été là pour y assister. Il parlait à toute allure et mêlait le basque et l'espagnol. Oui, il refusait de parler à un policier français, et non, il n'avait aucune idée des responsables de l'assassinat de son bourreau. Il accepta néanmoins de donner les coordonnées de l'avocat basque qu'avaient embauché ses parents à l'époque. Maître Raúl López Sáenz était plus prolixe que son client, plus délicat aussi. Il feignit d'être peiné en apprenant la nouvelle du décès d'Augusti. Il était prêt à coopérer et il parlait couramment français. Il demanda une adresse mail où lui envoyer la totalité du dossier d'inculpation d'Augusti. Meyer insista pour avoir le compte-rendu exact de l'enlèvement. López Sáenz répondit « Si. » Et le rapport du médecin ? Tout est dans le dossier. Je vous tiendrai au courant s'il y a du nouveau. Au revoir. La voix de l'avocat se tinta d'étonnement. Vous ne voulez pas les autres dossiers ? Quels autres ? Vous êtes sérieux ? Je ne comprends pas. Vous n'enquêtez pas sur les crimes de Domingo Augusti ? Au tour de Meyer d'être surpris. Si, pourquoi ? Vous avez d'autres clients dans le cas d'Oyan Borotra ? Bien sûr. Combien ? 7. Meyer manqua de s'étouffer. Augusti est impliqué dans 8 affaires d'enlèvement. De ce côté-ci de la frontière. J'ignore ce qui se passe chez vous, en France. Vous vous foutez de ma gueule ? Absolument pas. Comment se fait-il qu'on ne trouve rien de tout ça dans le dossier que j'ai sous les yeux ? Sifflement ironique à l'autre bout du fil. Pourquoi les rapports de police sont-ils si succincts sur les affaires de séquestration et de violence sur des membres présumés d'ETA impliquant des policiers espagnols ? Madre de Dios, commandant. Figurez-vous que je me pose la question à chaque procès et après chaque non-lieu. Meyer pensa au commissaire Maljean et à ses consignes bizarres. Il eut soudain la gorge sèche. Il déglutit avec difficulté et changea le combiné d'oreille. Maître Raúl López Sáenz se racla la gorge pour rappeler sa présence. « Vous les voulez ou pas, ces dossiers ?» Meyer s'entendit dire « oui ». « No problema, commandant. » Avant de raccrocher, Meyer lança à tout hasard « Joaquín Chasco ?» López Sáenz éclata d'un rire franc. « Les renseignements de la police française ne sont pas si incomplets que ça, tout de même, si ?» Visage tuméfié, hématome sur les bras, le ventre et le dos, agrandissement sur une boule de sang grosse comme le poing au niveau de la cage thoracique. Oyan Borotra était méconnaissable. Sur les photos prises par ses proches à sa libération, il pouvait avoir 20 ou 50 ans. Meyer mit les clichés de côté et se concentra sur les rapports et les expertises. Oyan Borotra fut interpellé samedi 10 février 2007 à midi lors d'un contrôle routier, officiellement mené par la Guardia Civile, mais le jeune homme prétendit que tous n'étaient pas des policiers, au sud d'Irún, dans la province de Guipúzcoa. Il fut admis aux urgences de l'hôpital public de Saint-Sébastien le lendemain, le 11 février, aux alentours de 6 heures du matin. Les policiers accusaient Oyan d'être membre d'ETA. Domingo Augusti était parmi eux. Il conduisait le véhicule de police, mais participa aussi aux violences physiques. À la question « Comment pouvez-vous être certain qu'il s'agit bien de lui ?», Borotra répondit à 3 reprises « Tout le monde connaît ce fils de pute au Pays Basque Sud ». Il refusa d'en dire plus. Borotra détaillait ensuite les sévices qui lui avaient été infligés, coups de poing et de pied au visage, au thorax, à l'abdomen et aux parties génitales. Il était arrivé aux urgences par ses propres moyens et avait été placé aussitôt sous perfusion parce qu'il avait perdu de grosses quantités de sang. Il présentait des hématomes sur tout le corps, 4 côtes cassées, une importante entrée d'air dans le poumon droit et une oreille gonflée et sanglante. Selon la version officielle diffusée par les agences de presse espagnoles et françaises, l'arrestation avait eu lieu le dimanche vers 17 heures. Les policiers affirmaient avoir eu recours à la force pour maîtriser l'adolescent, lequel aurait opposé une grande résistance, avant d'être placé en détention 15 minutes plus tard dans un état jugé bon.
Toujours selon la version officielle, ce serait Oyon Borotra qui se serait infligé ses blessures pendant la nuit pour faire croire à une agression ou pour se suicider. Les avis divergeaient d'un policier à l'autre. Certains se félicitaient même d'être intervenus avant que l'adolescent ne parvienne à mettre fin à ses jours. Un tour de passe-passe. Confronté aux 4 policiers venus témoigner devant le juge, Borotra jura ne les avoir jamais vus de sa vie et prétendit qu'il s'agissait d'usurpateurs. Il n'y eut jamais de confrontation entre lui et Domingo Augusti. Une plainte fut déposée le 13 février 2007, mais la procédure abandonnée le 6 janvier 2008. Les policiers ne seraient jamais inquiétés. Et pour cause, pensa Meyer. Ces 4-là n'étaient peut-être même pas sur les lieux de l'enlèvement. Il referma le dossier Borotra et le mit de côté. Il s'arracha de son siège, fit un aller-retour à la machine à café du 3e étage, puis passa aux 7 autres noms. Patsy Erekart, Vicente Irigoyen, Julen Bertis, Iñaki Goya, Tsomin Zunda, Elea Vizcaya et Andoni Sarasola, un ancien champion de surf cadet. L'Expresso était infect. Le contenu des dossiers, propagande ou pas, encore pire. Meyer termina sa lecture à la nuit tombée. Il était épuisé, son crâne prêt à exploser. Il attrapa sa bouteille d'eau et en siffla le contenu d'une traite. Il ferma brièvement les yeux et crut sentir l'odeur du formol et de la mort. Il les rouvrit. Il se souvint qu'il avait encore un hôtel à trouver et qu'il devait joindre Lefebvre et Garnier pour savoir s'ils avaient avancé de leur côté. Il décida d'appeler Marilyn d'abord. Elle décrocha à la première sonnerie. « Allô ? C'est moi. Comment ça s'est passé aujourd'hui ? Cette affaire me plaît déjà énormément, chérie. » Elle rit, et son rire lui fit l'effet d'une bouffée d'air pur. Il réfléchit et ajouta « Moi vivant, jamais nos enfants ne feront de surf. » Elle rit encore plus fort. Madrid, jeudi 11 mars 2004. Emma Lefebvre somnolait dans l'un des trains de banlieue quand les 10 bombes explosèrent. 11M. C'était le moment décisif, celui où une vie basculait. Emma était alors étudiante en première année à la faculté de droit de Lyon et profitait d'une semaine de vacances pour rendre visite à une amie espagnole. Touchée à la jambe, elle vécut l'horreur et le deuil national. Elle vit les corps suppliciés, entendit les cris des blessés, les sirènes hurlantes et les scies circulaires découpant la tôle pour dégager les cadavres. À la télévision, le Premier ministre espagnol accusa ETA et tout le monde y crut, elle la première. Des manifestations contre ETA fleurirent spontanément à travers tout le pays. Les présentateurs vedettes répétaient en boucle exactement 911 jours et 19 heures après les attentats du 11 septembre 2001. Emma fut rapatriée d'Ardar avec les autres survivants français et soignée dans un hôpital militaire lyonnais. Plan Vigipirate rouge dans les gares et les aéroports, drapeau en berne pendant 3 jours sur les bâtiments officiels. Là, on lui apprit qu'elle était une miraculée. 1400 blessés, 191 décès, dont 37 rien que dans le wagon du Cercanía dans lequel elle se trouvait. Près de 1500 innocents. Elle découvrit plus tard qu'ETA n'était plus en cause. Les responsables venaient d'ailleurs. Des islamistes marocains d'Al-Qaïda avaient revendiqué l'attentat. C'était la nouvelle version politico-médiatique, mais il était trop tard dans l'esprit d'Emma Lefebvre. La haine y avait opéré une césure définitive. Un fossé séparant l'empire du mal d'un côté et 1500 civils innocents de l'autre. Peu importaient les raisons et le pourquoi. Seul comptait le comment, les conséquences et la manière de les combattre. L'action et la punition. 4 ans plus tard, et contre l'avis de ses parents, sociodémocrates et antimilitaristes convaincus, Emma passait avec succès le concours d'entrée dans la police. Le jour de son grand oral, sa vibrante envolée lyrique sur la nécessité d'éradiquer coûte que coûte et par tous les moyens le terrorisme n'y fut pas étrangère. Là encore, 1500 candidats pour seulement une trentaine de postes externes à pourvoir dans le corps de commandement.
Emma vit dans ces chiffres un signe du destin qui renforça sa conviction. Elle débuta comme stagiaire en banlieue lyonnaise et y fit ses armes 2 ans durant. Elle n'était ni la meilleure ni la plus mauvaise, mais ses collègues s'accordaient à dire d'elle que sa détermination valait toutes les qualités. Elle en bava, se tapa toute la merde, mais elle tint bon et obtint ses 2 galons blancs de lieutenant de police le 11 mars 2010. Encore un signe. 6 ans, jour pour jour, après les attentats de Madrid. Emma était superstitieuse. Et elle n'oubliait pas les 6 circulaires, les sirènes et les cris stridents des survivants. Ni ces 3 lettres gravées dans sa mémoire, elle ne pensait même qu'à ça. ETA. Le 22 juin 2011, sa demande de mutation dans le sud-ouest de la France fut enfin couronnée de succès. Ce serait Bayonne, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le lendemain de l'arrestation manquée dans le petit Bayonne d'une militante basque soupçonnée de terrorisme par les juges espagnols et sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Le jeune lieutenant Emma Lefebvre fut affectée au service des délits mineurs, mais elle se passionna pour l'affaire sur son temps libre, aux grandes dames de Roberto, son fiancé d'origine espagnole, infirmier à la clinique Saint-Étienne, service chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Emma était superstitieuse et cartésienne. Elle passait pour une parfaite illuminée, mais elle s'en moquait éperdument. Emma avait la foi. Elle transforma le bureau de leur appartement de Bayonne-Ouest en centre de documentation. Elle punaisa des cartes, des photos et des articles de presse sur les murs, traça des cercles et des flèches au feutre rouge. Elle établit des fiches qu'elle glissa dans des dossiers classés par ordre chronologique et thématique. Elle apprit par cœur le vocabulaire, les sigles, l'histoire du Pays basque, les affaires connexes et les noms des principaux protagonistes. Chaque attentat, chaque explosif utilisé, chaque modus operandi. Elle imprima les portraits des étarras recherchés, les punaisa sur les murs et mémorisa les visages. Les trêves et les trahisons, les affaires et les magouilles, les barbares et les héros. La ley des partidos, les pourparlers, les commandos spéciaux, José Pardines Arcay, Luis Carrero Blanco, les Galles et Joaquín Chasco. Elle ne comprenait pas tout. Elle n'était qu'un simple lieutenant de police et la théorie n'avait jamais été son point fort, mais le mirage de l'abondance d'informations valait pour elle tout autant que les résultats. Lorsque le cadavre de Domingo Augusti fut retrouvé sur la plage du Penon, elle y vit l'occasion qu'elle attendait depuis de longs mois de mettre en pratique le savoir accumulé. Des mots magiques résonnèrent un instant dans son cerveau. Cadavre, torture, Pays basque. Elle fit aussitôt des connexions déraisonnables avec d'autres mots. Terrorisme, règlement de compte, guerre, ETA, 11M. L'air lui manqua. Elle fut prise d'un vertige, vacilla, puis bondit sur son téléphone et composa le numéro de la ligne directe de son supérieur pour le supplier de la mettre sur l'enquête. Il accepta, non pas pour ses compétences, mais parce qu'il n'avait pas d'autre volontaire. D'abord, elle fut déçue de découvrir le peu d'envergure de l'équipe qu'elle intégrait. Sa première fois, elle l'imaginait autrement. Garnier passait pour le roi des connards dans le commissariat, et Meyer lui était parfaitement inconnu. Elle vit alors les photos du cadavre, le sang sur les parois de la valise, le fil électrique et le Chatterton. Son excitation monta de 2 crans quand elle eut sous les yeux le portrait de Domingo Augusti vivant. Son corps entier se mit à vibrer. Le lieutenant de police, Emma Lefebvre, connaissait cette sale tête. Faut voir, parvint-elle à articuler sans trahir le trouble qui l'animait. Meyer récupéra la photo d'Augusti et, à sa demande, lui en fournit une copie. La fin de la réunion de travail fut pour elle un supplice mêlé d'une délicieuse impatience. Une fois libérée par Meyer, Emma se rua jusqu'à sa voiture et fila à son domicile, à peu près certaine de retrouver le visage du cadavre d'Augusti dans l'un ou l'autre de ses dossiers. Finalement, ce qu'elle cherchait était punaisé sur l'un des murs du bureau, juste là, sous ses yeux depuis des mois, un signe supplémentaire. Elle sortit la copie donnée par Meyer et la compara avec la sienne.
La ressemblance physique était évidente. Même front bas, même implantation de cheveux, même colère dans les yeux. Les deux hommes avaient le même âge, mais ce n'était pas le même homme, bordel de Dieu. Le visage punaisé devant elle lui faisait de l'œil et se foutait ouvertement de sa gueule. Emma arracha la photo du mur et lut le nom et la courte biographie qui figurait au dos. Ettore Iraola, policier de la Guardia Civile espagnole, inculpé pour meurtre dans 2 attentats à la voiture piégée sur des membres présumés d'ETA en 1983, arrêté en 1986, jugé et condamné la même année à 30 ans de réclusion, puis retrouvé pendu dans sa cellule au centre pénitentiaire de Séville le 7 avril 1989. Aucune mention de Domingo Augusti sur sa fiche. « Parle-moi, Ettore », murmura-t-elle. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» semblait rétorquer le diable dans le regard du policier. « Dis-moi que tu as un frère. »« Je suis mort, mujer. » « Livre-moi tes petits secrets. Mort et condamné à l'enfer pour mes péchés. Dis-moi ce que je veux savoir. » Mysterio. Elle plia la photo, la fourra dans sa poche et refit le trajet en sens inverse. Emma fouilla dans les fichiers informatiques du commissariat, mais ne trouva rien. Elle appela ensuite tous les journaux du coin, mais les lois antiterroristes votées de part et d'autre de la frontière menaient la vie dure à la presse basque militante. Nombre d'entre eux ayant dû fermer Manu Militari, elle n'apprit rien de plus. Pas mieux sur Internet, elle n'avait ni les connexions, ni les relations gradées pour creuser cette piste. L'idée d'aller demander conseil à Meyer lui traversa l'esprit, mais elle la chassa aussi sec, en pensant à toute la paperasse qu'il lui faudrait remplir pour obtenir de la justice espagnole le dossier complet d'Iraola. Il y avait une chance sur combien pour qu'Iraola et Augusti soient simplement des sosies. 1 sur 1 million, sur 10 millions, sur 100. Un sacré signe du ciel, pas vrai? Meyer et Garnier risquaient de se payer sa tête si elle se trompait. Emma se décida finalement à appeler la section antiterroriste de Bordeaux. Elle prononça le nom d'Axel Meyer et on lui passa directement le préposé aux archives. Elle attaqua, bille en tête, « Que savez-vous d'Ettore Iraola ?» Le type au bout du fil avait le même timbre de voix flegmatique et irritant que Garnier. Il ne prit même pas la peine de cacher son agacement. « Quelle année ?»« Le jugement date de 1986, dit Emma. Le type éclata de rire. « Alors c'est inutile de lancer une recherche. Vous aurez plus vite fait de demander directement à l'intéressé. Il a été retrouvé dans sa cellule au bout d'une corde il y a 24 ans. Où ça ? Séville. Votre problème est résolu dans ce cas. » Emma cala le combiné entre son oreille et son épaule et tendit le bras pour saisir son gobelet de déca. Iraola était flic. Raison de plus. Je fais comment alors ? Contacter directement les familles des victimes, ou ETA, rétorqua le type sur un ton ironique. Mais je doute qu'il vous file un coup de main pour retrouver un patriote basque dans son genre. Le type rit, visiblement content de sa blague. Emma apporta le café à ses lèvres tout en réfléchissant. Il était froid et manquait de sucre. Elle balança le gobelet à moitié plein dans la poubelle, éclaboussant le bas du bureau. Et si le gars était impliqué dans une autre affaire française, il serait dans vos cartons ? Le type des archives soupira. Rien n'était informatisé à cette époque-là. Mais c'est possible. En théorie, oui. Si cette affaire a quoi que ce soit à voir avec le terrorisme. Vous pouvez regarder ? Soupir prolongé. Je vais voir. Je reste en ligne. Je vous rappelle. Il raccrocha sans tenir compte de ses protestations. Emma descendit au premier étage dans l'espoir de trouver un truc sucré à se mettre sous la dent au distributeur des officiers. Devant les portes de l'ascenseur, le commissaire divisionnaire Kléber était en train de se faire mousser auprès d'un type imposant en costume qu'elle ne connaissait pas. Elle marmonna un « bonjour commissaire » de politesse et se faufila en regardant ses pieds, mais Kléber l'alpaga et insista pour la présenter à son visiteur. « Lieutenant,
Voici le procureur de la République, Stéphane Boyer. » Emma serra la main qui se tendait. « Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. » La voix était arrogante. Emma leva la tête et leurs regards se croisèrent. Le procureur était bel homme. Il sentait l'eau de toilette de qualité et l'autorité. Il accentua sa pression sur sa main tout en la dévorant des yeux. « Étienne me dit que vous êtes l'un de ses meilleurs éléments. » Le compliment était grossier et mensonger, mais elle était impressionnée. Elle hocha la tête, incapable de bouger. Il sourit sans la lâcher. Ses dents étaient blanches et impeccablement alignées, son haleine mentholée et son rasage parfait. « Vous travaillez sur une affaire délicate ? » Un cadavre retrouvé sur une plage au Penon. Domingo Augusti. « Il faudra m'en dire plus. » Il s'écarta, mit un pied dans la cabine d'ascenseur comme pour dire « Cette conversation promet d'être passionnante, mais il faut vraiment que j'y aille maintenant. » Le magistrat sortit une carte de visite de sa poche. Il la lui tendit en souriant de plus belle. « Si je peux vous être utile en quoi que ce soit. » Il se pencha vers elle et précisa, au cas où elle n'aurait pas compris l'allusion, « Passez au bureau un de ces jours. » Kléber feignit de ne rien avoir entendu. Il pénétra dans la cabine, Boyer le suivit et les portes se refermèrent. L'appel d'air fit frissonner Emma. Elle passa la minute suivante à essayer de se souvenir de ce qu'elle était venue faire à l'étage. Emma glissait une pièce de 2 € dans le distributeur quand son téléphone sonna. Elle se baissa pour saisir la barre chocolatée et décrocha. C'était le type des archives. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Elle dit « Tout. »« Je ne suis pas le bon Dieu, lieutenant. Il va falloir faire des choix. » Emma gagna l'escalier de service et s'assit sur les marches glacées. « Iraola a-t-il un frère cadet ou un jumeau ?»« Mauvaise question. »« Un fils ?» Le type s'esclaffa. « Bingo !» Le cœur d'Emma fit un bond dans sa poitrine. « Domingo Augusti. »« Merde, vous êtes doué à ce jeu-là. À quoi je sers, moi, maintenant ?» Emma croqua dans sa barre chocolatée et poursuivit, la bouche pleine. « Dites-moi quelque chose que je ne sais pas. » Le petit Domingo n'était pas né au moment de l'arrestation de son père. Il porte le nom de famille de sa mère, Maria Augusti, qui, une fois libérée de ses obligations conjugales, estima que l'héritage paternel risquait d'être un poil trop lourd à porter. Je n'ai rien d'autre sur lui. Comment vous avez retrouvé Ettore Iraola ? En 1987, il a été cité comme témoin dans sa propre affaire. Qui était le deuxième inculpé ? Un dénommé Addis Garcia, plusieurs fois incarcéré en France pour violence, détention illégale d'armes et trafic de stupéfiants, entre 84 et 87. Il était aussi recherché pour le meurtre d'un civil soupçonné d'appartenir à ETA. Il a été arrêté et jugé 1 an après Iraola. Il semblerait que ce dernier l'ait vendu pour tenter de négocier sa peine en expliquant qu'ils œuvraient à 2. Et Garcia a prétendu le contraire. Il travaillait seul et n'avait rien à voir avec Iraola. Sa participation à l'assassinat des 2 États-rats n'a jamais pu être prouvée. Bilan des courses, chacun purge sa peine de son côté. Iraola se pend 2 ans plus tard et Garcia est libéré en novembre 2003 sans avoir jamais donné le nom d'un complice ni de ceux qui l'ont payé pour tuer et lui ont fourni les armes pour le faire. Il a alors 46 ans. Il meurt dans des circonstances troubles en 2009. Une porte s'ouvrit un étage plus bas. 2 agents en uniforme grimpèrent les marches et la saluèrent en se marrant. Emma fit semblant de ne pas voir le geste obscène que l'un d'eux mima à son collègue après l'avoir dépassé. Elle enfourna le reste de sa barre chocolatée en cherchant mentalement un lien entre les activités de Domingo Augusti et celles de son père et de ce mercenaire Addis Garcia, respectivement morts en 2013, 1989 et 2009. Le mot « vengeance » s'inscrivit en lettres d'or devant ses yeux, en même temps qu'un avertissement, une histoire de vengeance. Mais ces types-là n'ont pas d'honneur. Pourquoi diable voudrais-tu qu'ils cherchent à se venger ? Elle dit, donc, a priori, aucune preuve des liens entre Iraola et Garcia. Non, ni entre Augusti et Garcia.
Le dossier d'Hector et Iraola que j'ai sous les yeux est grand ouvert et il n'y a rien d'écrit à ce sujet. Dans ce cas, ouvrez celui d'Adis Garcia. Le type des archives ne répondit pas tout de suite. Impossible. Pourquoi ? Confidentiel. Secret défense. Il articula secret défense comme s'il s'agissait d'une formule magique. Emma avala ce qu'il lui restait de chocolat dans la bouche. Elle murmura « Intéressant ». Bayonne, rue Baltais. Un orage s'abattit sur le cimetière Saint-Léon et dispersa la procession. L'air était chargé d'injustice. Gaïska Etsandi ravala ses larmes et rattrapa en courant Jean-Christophe Giraud, l'ancien employeur de son père, avant qu'il ne grimpe dans sa Mercedes. Il hurla « Assassin !» Giraud pivota, en même temps que ceux qui n'avaient pas encore eu le temps de se mettre à l'abri. Gaïska vint se planter devant lui et le toisa, fou de rage. Giraud ne lui arrivait même pas au menton. Son chauffeur se rapprocha avec un parapluie. « Tout va bien, monsieur ?» Sans quitter Gaïska des yeux, le sexagénaire lui fit signe de l'attendre dans la voiture. Son geste était froid et autoritaire. Gaïska cracha par terre. « Même aujourd'hui, n'est-ce pas ? Même le jour de son enterrement, il fallait que tu montres que c'était toi le patron. » J'étais très attaché à votre père, monsieur Etsandi. Son départ nous affecte tous. Mon père est mort du cancer qu'il a attrapé dans ta putain d'usine, connard. La douleur, tu savais les risques qu'il courait. Tu savais depuis le début, mais t'as laissé faire parce qu'il fallait que tu t'en mettes toujours plus dans les poches. Je suis sincèrement désolé. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser... Gaïska vit rouge. Il le saisit par le col et le plaqua contre la portière. « Assassin! Lâche-moi » Gaïska se figea. La pluie s'intensifia. Giraud tourna la tête vers la mère de Gaïska qui s'approchait. Sans paraître le moins du monde affecté par la situation, il attendit tranquillement que ce dernier suive son regard. Il chuchota « Lâche-moi tout de suite ». Gaïska raffermit sa prise et leva le poing, prêt à cogner. « Redis-moi ça !» Ou ta mère pourra s'asseoir sur le paquet de fric que j'ai promis à ton père pour la retraite de sa veuve. Gaïska chancela, recula et se laissa tomber dans les bras de sa mère. Giraud esquissa un sourire devant ce tableau touchant, alluma une cigarette et s'engouffra à l'arrière de son véhicule. Rah ! Macrina donna un ultime coup de rein et attendit patiemment que le visage rubicond de son client vire au bleu, au vert, puis, après un dernier râle ridicule, au rose vif. Elle ferma les yeux, compta mentalement jusqu'à 10 et bascula sur le côté. Jean-Christophe Giraud, sexagénaire au crâne dégarni, lui administra une petite claque sur le cul. « On se revoit quand ?» Le mari de Yaissa González prenait son pied à mater des vidéos lesbiennes sur YouPorn à 2 heures du matin. Il ne s'intéressait à la chatte de sa femme qu'après les soirées bien arrosées. Monsieur œuvrait dans le secteur des assurances et doublait son salaire en primes, en parts variables et en détournement de fonds. Il collectionnait les extras après le travail pendant que sa femme cirait et briquait le parquet de leur appartement du barrio Salamanca, torchait le fruit de leur amour et priait la Vierge Marie chaque samedi à la cathédrale de l'Almudena. Pour sauter ses clientes, il choisissait en général la suite royale du Grand Hôtel Velázquez à 200 mètres du domicile conjugal. Trop amoureuse et surtout trop occupée avec le parquet, les couches et la Vierge pour avoir le temps de se douter de quoi que ce soit, Yaissa González ignorait tout de l'orgasme et de la suite royale du Grand Hôtel Velázquez. Quand monsieur plaqua femme et enfant 3 ans après la naissance de la petite, pour convoler en seconde noces avec la comptable du service assurance-vie de sa société, Yaissa González était enceinte du 2e. Elle se fit avorter, alla cracher le jour même sur la statue en plâtre de la Sainte Vierge de l'église la plus proche, et sentit naître en elle une boule de haine et de colère. Une fois calmée, elle réalisa qu'elle n'avait aucune source de revenus et que monsieur avait vidé le plan épargne-logement familial. Elle tenta de mettre à profit son diplôme dans le tourisme, mais ne parvint à dénicher qu'un boulot à mi-temps de caissière au supermarché du coin.
Comme cela ne suffisait pas à payer le loyer, les factures et les crayons de couleur de la petite Li Wen, elle suivit les conseils d'un magazine féminin qui prônait la confiance en soi, les crèmes amincissantes et la thérapie antidépression par le sexe. En avril 2010, elle décida d'embrasser la très lucrative profession d'escort girl. Yaissa González devint Macrina. 2 à 3 jours par semaine, 10 jours par mois, 12 mois par an. Son temps libre était pour sa fille. Comme terrain de chasse, elle opta pour les beaux quartiers de Bayonne, Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, à 500 km de son domicile, pour préserver Li Wen et cacher son activité à ses parents. Elle créa un site internet, mit en ligne des annonces sur le site gratuit Viva Street et attendit. Pas longtemps. L'argent se mit à tomber dans sa poche comme s'il en pleuvait. Yaissa González ne connaissait du sexe que les joies de l'enfantement, la levrette trimestrielle de son ex-mari et les films de Pedro Almodóvar. Macrina devint une bombe sexuelle spécialisée dans les politiciens volages, les septuagénaires cotés au CAC 40 ou à l'IBEX 35 et les entrepreneurs catholiques pratiquants. Sa fiche internet annonçait 26 printemps et son état civil 31. Comme ligne de conduite, elle appliquait scrupuleusement la règle des 4 P, pas de Mac, pas de mec, pas d'emmerde, préservatif. Et celle des 3 R, rentabilité, rentabilité, rentabilité. Macrina avait de l'éducation, de la classe et parlait 3 langues couramment. Macrina les emmerdait tous. S'il lui arrivait de s'afficher en compagnie d'un homme politique, d'un notable, parfois avec la femme de ce dernier, ou d'un acteur célèbre dans les tribunes du stade Jean Daugé ou au casino Barrière de Biarritz, elle préférait de loin la discrétion des hôtels de luxe ou des villas de location. Et quand l'un de ses clients se hasardait à lui demander si elle avait un vrai travail avant d'être escorte, elle répondait invariablement « J'avais un mari ». Macrina cligna 2 fois des paupières. Elle faisait toujours cet effet-là aux types comme ce riche entrepreneur bayonnais. La montagne de pognon sur laquelle ils dormaient ne leur suffisait jamais. Pire, elle leur brûlait les doigts. Il leur fallait quelqu'un d'autre que Bobonne avec qui la partager, une sorte de réaction chimique inversée sans laquelle leur or redevenait plomb. Elle consulta sa montre bracelet. « J'ai juste le temps de me préparer pour mon prochain rendez-vous. » Giraud se renfrogna. Si c'est une histoire de fric, c'est toujours une histoire de fric. Elle ponctua sa réponse d'un long soupir. Giraud tendit la main pour lui caresser la cuisse. Ses doigts grimpèrent jusqu'à son sexe. Macrina réprima un frisson de dégoût. Elle se redressa, replia ses jambes et s'assit en tailleur, plantant ses yeux dans ceux de son client. Elle n'y lut que concupiscence et mensonge. En conséquence de quoi, elle décida que la séance avait assez duré et qu'il était temps pour elle de mettre les voiles. Elle se leva, enfila ses sous-vêtements et se dirigea lascivement vers le fond de la pièce pour récupérer ses vêtements, son sac et l'enveloppe que Giraud avait préparée pour elle sur la commode. Giraud se leva et l'attrapa par le bras. « Je peux doubler ton salaire !» Macrina se dégagea doucement pour ne pas le brusquer et se força à sourire. « Ça ne marche pas comme ça, et tu le sais. Le triplé. Ne dis pas de bêtises, voyons. Combien ?» Elle gloussa. « Tu deviens insultant. Et ton nom, princesse? Donne-moi au moins ton vrai nom. » Elle tapota de l'ongle le cadran de son bracelet-montre. « Ton conseil d'administration t'attend. » Son client s'apprêtait à la supplier de rester encore un peu quand on frappa à la porte. Son regard se durcit et il redevint en une fraction de seconde l'homme de pouvoir qu'il était avant de se perdre et de jouir entre les cuisses de Macrina. Jean-Christophe Giraud retira le préservatif de son sexe flasque, le balança par terre d'un geste rageur et enfila un peignoir. Il aboya « Qu'est-ce que c'est ?» La porte s'ouvrit en grinçant sur son secrétaire. « Un homme qui prétend être votre ami est en bas, monsieur. » Sans un regard pour Macrina, l'homme s'avança vers son patron et lui tendit une carte de visite sur laquelle était inscrit République française sous le drapeau tricolore, le nom de Javier Cruz et le sigle de la sous-direction antiterroriste de Bordeaux. Il s'agit d'un policier. Je ne suis pas aveugle. Il veut quoi? C'est à propos des entrepôts de stockage de monazite.
Giraud se raidit. Son cerveau carburait à plein régime. Fais-le attendre dans le petit salon. Le secrétaire disparut aussitôt. Giraud décrocha le téléphone de la table de nuit, composa un numéro, tourna le dos à Macrina et lui dit sans se retourner « Passe par derrière et évite de te faire remarquer. Je te rappelle dans la semaine. » L'escort girl lui fit un doigt d'honneur dans le dos et minauda « Quand tu veux, chérie. » Elle s'habilla prestement, rafla les 1 000 € qu'elle glissa dans son sac et se faufila dans le couloir. Lorsqu'elle referma la porte, Giraud était en train de se laver la bite au savon avant d'aller serrer la main au flic espagnol. Javier Cruz rayonnait. La société Sargentis Transport Atlantique Adour, une ancienne unité de stockage de monazite en provenance des terres brunes de Madagascar, représentait l'emplacement idéal. Le terrain vague s'étalait sur 9 hectares face au port de Bayonne. L'échangeur d'autoroute et la gare les plus proches étaient situés à 5 minutes en voiture. Le plus gros centre commercial du département à 2. Le panorama était magnifique. L'océan Atlantique, ses plages de sable fin et ses vagues à surfeurs d'un côté, un territoire plein de promesses de bénéfices futurs de l'autre. Son rêve basque. Les futurs immeubles, les résidences de location, les parkings, les pelouses verdoyantes et les allées bordées de tamaris et de massifs de cannas multicolores poussaient comme par magie devant ses yeux. Cruz descendit de son véhicule, une 207 Peugeot grise de location. Il remonta le col de son manteau, rabattit la capuche pour se protéger de la pluie et rejoignit en trottinant Jean-Christophe Giraud. Une fois à ses côtés, il ouvrit les bras en grand. « Waouh ! Je serais vous, j'éviterais de trop exposer mes poumons. » Giraud désigna du doigt une flaque d'eau boueuse sur laquelle... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.